Bonjour à tous, donc aujourd'hui on s'intéresse à l'entreprise Netflix. Avant de commencer, le rappel d'usage, donc je vous rappelle que moi je ne suis pas un professionnel de la finance, un simple particulier qui s'intéresse à l'investissement boursier. La vidéo qui va suivre ne constitue pas un conseil en investissement et celle-ci est essentiellement à visée éducatif. Voilà. Donc on va se pencher sur l'entreprise Netflix qu'on connaît tous selon le plan suivant. On va présenter son business, une analyse des comptes, on va regarder la concurrence, les perspectives de développement, une petite note d'analyse technique et ensuite je vous donnerai mon avis sur l'entreprise. Alors, l'entreprise, donc on la connaît tous. C'est une entreprise dont le siège social est aux États-Unis. Actuellement, la capitalisation boursière est d'environ 300 milliards de dollars. C'est donc une méga cap. Elle participe à l'indice Nasdaq 100 et S&P 500. Si on doit la classer selon les critères de Peter Lynch, c'est une fast grower. Donc elle évolue dans le secteur technologie, services internet. Et concernant son actionnariat, il y a 98% de flottant. Bon, son business model rapidement, c'est une entreprise de streaming vidéo, comme vous le savez tous, et ça représente 99% de son business. Historiquement, c'était une entreprise qui faisait de la location de DVD à distance par envoi postaux, et ça représente encore 1% de son business, c'est le business historique. Bon, c'est négligeable. Aujourd'hui, c'est le leader mondial en termes d'abonnements et de streaming vidéo. Actuellement, il y a 220 millions d'abonnements payants. Comme vous le voyez sur la courbe de droite, il y a une augmentation constante tous les ans de ce nombre d'abonnés avec une projection d'environ 280 millions d'abonnés en 2025. Donc la répartition de son business se fait de manière suivante. Donc vous avez 35% des abonnements payants qui se font en Amérique du Nord, US, Canada, 33% en Europe, Moyen-Orient, mais bon, c'est essentiellement Europe. Et le reste, donc comme vous voyez sur le graphique, donc 18% en Amérique latine et 14% Asie-Pacifique. Et en revanche, donc même si ça représente que 35% des abonnements, c'est 45% des revenus pour l'Amérique du Nord, c'est 33%, donc un tiers pour Europe, Moyen-Orient. Et puis on voit que l'Amérique latine et Asie, ça représente un peu moins de pourcentage des revenus que de pourcentage d'abonnements payants. Voilà, donc en gros, les trois quarts, c'est Amérique du Nord et Europe, pour simplifier, de ses revenus. Alors c'est une entreprise qui surfe sur un méga trend, qui est la vidéo à la demande par internet, enfin qui est le streaming vidéo à la demande, qui est le streaming vidéo sur internet. Et donc on voit que c'est un business qui est en croissance, mais qui a encore eu une marge de développement importante sur cette projection de marché, et que la crise Covid va probablement accélérer, enfin en tout cas on l'a vu pas mal, mais probablement accélérer le développement qui était attendu de ce marché. Voilà, donc voilà un petit peu pour cela, pour les estimations. Alors maintenant, si on se penche pour les résultats de cette entreprise, donc sur le compte des résultats, on voit que c'est une entreprise dont le chiffre d'affaires augmente tous les ans, et de manière parallèle, on voit une augmentation aussi de sa marge opérationnelle et de sa marge nette. Donc ça va pour avoir comme conséquence un effet de levier en termes de résultats opérationnels et résultats nets. En termes de profitabilité, donc la marge brute de l'entreprise est de 43%, la marge opérationnelle est à 22,7%, la marge nette est actuellement à 17%, enfin en tout cas sur les résultats de l'année 2020. Et on attend une augmentation de cette profitabilité dans les années à venir, en sachant que celle-ci est déjà en augmentation. Le retour en equity est à 39%, donc c'est excellent, et le ROIC est supérieur à 20%. Là aussi, on a des paramètres tout à fait excellents. Ensuite, si on s'intéresse au moat, c'est-à-dire à l'avantage concurrentiel, il y a clairement un mode en termes d'économie d'échelle, puisque c'est une entreprise mondialisée. Donc pour faire très simple, plus le nombre d'abonnés va être important et plus la profitabilité
serait importante parce que pour le même investissement, notamment en termes de, si vous mettez X centaines de millions de dollars sur une série, ça vous rapportera d'autant plus qu'il y aura d'abonnés. Et donc c'est clairement son cœur de business, son cœur de croissance des résultats attendus. Maintenant qu'elle a attendu une certaine masse critique en termes d'abonnement et qu'elle est profitable, plus les abonnés vont être nombreux et plus on va avoir une accélération de sa profitabilité. Voilà. Après, le deuxième mode qui est plus discutable, ce sont les actifs intangibles, donc c'est-à-dire les licences qu'elle a en sa possession. Donc même si elle a effectivement un certain nombre de séries à succès, son catalogue et de films. D'ailleurs, son catalogue est en cours de développement et probablement plus réduit à des licences moins fortes que des studios beaucoup plus anciens, et on pense notamment à un de ses principaux concurrents qui est Disney et qui a des licences très fortes, notamment les licences Star Wars par exemple. Donc actuellement pour moi c'est pas forcément un mode majeur, puisqu'il y a des studios qui auront probablement des licences beaucoup plus fortes que la Netflix. Voilà. Alors concernant la situation bilancielle, donc actuellement la dette long sur equity est à 1,4, le leverage est à 3,4, la dette sur le free cash flow est à 8,2. Actuellement la dette de l'entreprise, ça représente environ 15 milliards d'US dollars. Donc on voit que la dette croît d'année en année, même si on a une augmentation de l'EBITDA et du free cash flow qui a tendance à diminuer le ratio d'endettement vis-à-vis de ces facteurs-là. Aucun problème en termes de liquidité pour cette entreprise, comme vous le voyez sur le quick ratio, le current ratio. Alors concernant les cash flows, ce qu'on voit, c'est que l'année 2020, c'est la première année où on a une année avec des free cash flow positifs. Et un cash flow opérationnel qui là aussi était positif, ce qui traduit en fait le basculement de son business avec une entreprise qui a atteint une certaine masse critique, comme je le disais, en termes d'abonnement, qui lui permet de dégager pas mal de cash actuellement, et probablement que cette tendance va s'accélérer maintenant qu'elle a dépassé son niveau critique d'abonnés. Voilà. Alors la question pour cette entreprise, on vous l'avez compris, c'est une belle entreprise avec des ratios de profitabilité élevés et probablement en amélioration dans les années à venir, et qui est en croissance et qui surfe sur un trend en croissance. Donc toute la question de cette entreprise, c'est plutôt le niveau de valorisation. Voilà. Donc actuellement, le PER est à 61, le PEG est à 1,7. On a un price to sale à 10,4, un VE sur EBITDA à 65, donc une entreprise qui est bien valorisée, même si vous le voyez sur la courbe de droite, le PER est en diminution ces dernières années, avec un PER qui est actuellement à 60. Donc voilà. Donc une entreprise bien valorisée, mais avec aussi des taux de croissance et des croissances attendues là aussi élevées. Alors si on essaye de matérialiser des niveaux d'entrée en fonction de différents scénarios, donc je pars à chaque fois sur ces tableaux-là du bénéfice par action de l'année 2020 qui était de 6,26 $, et j'applique à ce bénéfice par action un taux de croissance de ce bénéfice attendu dans les 5 premières années, puis des 5 à 10 ans, et en fonction je détermine un terminal value, c'est-à-dire un PER terminal. Cela me donne une valorisation terminale de l'action, et en fonction du retour sur investissement que j'attends, qui est ici de 10%, cela me permet de définir un niveau d'entrée en fonction des paramètres que je fais varier de mes différents scénarios. Donc sur un scénario que je définirai de moyen, avec un bénéfice par action qui va croître de 25% sur les 5 prochaines années, ce qui est quand même tout à fait correct, et puis de 10% et un PER terminal à 22, donc plutôt un scénario que je trouve modéré, voire
mais relativement optimiste quand même. On a une valorisation terminale qui serait à la fin autour de 680 $, et donc pour avoir un retour sur investissement de 10% par an, il faudrait que je rentre à ce moment-là autour des 260 $. J'ai fait ensuite un scénario plus optimiste avec une croissance des bénéfices de 35% par an sur les 5 prochaines années, puis de 15% et un PER terminal à 24. Donc ça me donne une valorisation terminale à 1355 $, et donc un prix d'entrée à 525 $ pour un retour sur investissement à 10%. Et puis j'ai fait un scénario plus optimiste, voire trop négatif. Voilà, je vous laisserai regarder. Ce que ça veut dire, c'est que actuellement l'entreprise est autour des 660 $, je crois. Donc ce qu'on voit, c'est que ça ne veut pas dire que si vous entrez à ces niveaux-là, vous perdrez de l'argent. Mais par contre, probablement, le retour sur investissement à ces niveaux de valorisation sera nul en fonction du scénario premier, soit beaucoup plus faible que 10% par an par la suite. Donc c'est toute la question de ce type d'entreprise. C'est pas leur modèle ou leur croissance qui est probablement attendu élevé, mais c'est que tout ça est déjà bien dans les cours, et donc malheureusement le retour sur investissement qu'on peut en attendre est sans doute beaucoup plus faible. Alors bien sûr vous pouvez être plus optimiste qu'un taux de croissance bénéfice de 35% par an sur les 5 prochaines années, mais c'est déjà pas mal comme scénario à mon avis. Voilà. Bon, en termes de retour pour les actionnaires, donc il n'y a pas de dividende actuellement, donc c'est pas le sujet. Il y a un programme de rachat d'actions, notamment pour 5 milliards de $, au deuxième trimestre 2021 qui a été voté. Globalement, ce qu'on voit sur les 5 dernières années, c'est que vous avez une augmentation qui est en voie de stabilisation du nombre d'actions en circulation. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'effet de rachat d'actions massif, mais en tout cas une neutralisation de la dilution, pour faire simple. Voilà. Alors maintenant, si on s'intéresse à la concurrence, et c'est un des sujets qui pourrait limiter la croissance de cette entreprise, c'est qu'elle va avoir des concurrences avec différents types d'entreprises. D'abord les géants du numérique comme Apple ou Amazon qui ont leur propre service de SVOD, des studios historiques avec des licences fortes comme Disney, HBO, Hulu, qui est une association de grands studios américains. Vous avez des concurrents locaux, et comme en France nous avons Canal+. Et puis bien sûr vous avez la concurrence historique entre guillemets qui est d'une part les chaînes câblées ou la télévision classique. Là je vous ai mis un schéma où on voit que Netflix représente que, et c'est déjà pas mal, 6% de la consommation télévisée aux États-Unis en 2021. Voilà, donc j'ai pas fait de comparaison financière entre ces différentes entreprises car elles me semble qu'elles ont des profils très particuliers, et pour l'instant Netflix est un peu à part dans ce côté de pure player en SVOD. Donc ça me paraît difficile de les comparer à des entreprises comme Amazon ou Apple qui sont très diversifiées. Et ça me paraît aussi compliqué de la comparer avec Disney qui a un profil et un petit peu différent, avec aussi avec les parcs d'attractions dans ses actifs et des licences un petit peu différentes. Voilà. Donc pas de comparaison directement d'entreprise à entreprise. Alors les perspectives de développement de cette entreprise. Donc d'abord sur le marché américain commence à être pas mal saturé, ça représente quand même 30% des abonnements en streaming, donc il est dominant dans ce marché qui est le marché majeur en Occident. Mais comme on le voit sur le nombre d'abonnés, enfin là je vous l'ai pas montré, mais grosso modo ce marché là il est stable, il va plus grossir le marché nord-américain. Il y a encore des leviers de croissance en Europe, mais surtout la croissance attendue, ça va être plutôt l'Amérique latine ou l'Asie-Pacifique. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit un petit peu sur le graphique de droite. On voit que le nombre d'abonnés payants, même s'il continue à augmenter, dans son augmentation, il y a, alors en dehors de l'année 2020, vous savez la raison, notamment avec les raisons de confinement où il y avait une explosion dans le nombre d'abonnés, on voit que son nombre d'abonnés va être en 2021
la plus faible de ces dernières années. Donc on a un ralentissement de sa croissance, même si celle-ci reste encore tout à fait satisfaisante. Voilà. Alors les perspectives, donc comme je vous l'ai dit, bon, le marché américain il commence à être pas mal concurrencé, il est pas mal saturé, et donc là-dessus il n'y a peut-être pas vraiment de croissance à en attendre. En tout cas c'est ce qu'on voit notamment au niveau des résultats. Il y a probablement un projet de développement gratuit dans les pays émergents avec de la pub, donc un business model un petit peu différent. Il y a un travail de longue haleine qui va être dans l'investissement de production et de séries, notamment avec des licences fortes. Mais cela, ça ne se fait pas du jour au lendemain et il faudra probablement des années, voire des décennies pour avoir des licences aussi fortes que des vieux studios. Il y a une vraie question de gestion des coûts parce que, comme vous l'avez vu sur le bilan, malgré des résultats tout à fait bons et en croissance, il y a une dette qui est toujours là en augmentation et donc des investissements qui restent encore massifs. Il se pose la question de la gestion des coûts. De manière anecdotique, il y a eu des comparaisons de coûts de développement d'une série par Netflix versus celle de la BBC. Je vous laisserai rechercher, mais pour une série développée par Netflix, la BBC arrive à en faire une cinquantaine de mémoire. Bon bref, donc là il y a un vrai problème de gestion des coûts notamment, même si tout n'est pas comparable en un pour un bien évidemment. Hein. Et puis vous avez un projet de Netflix qui vient d'investir dans des studios de jeux vidéo avec probablement le projet de se diversifier dans les jeux vidéo. Voilà les perspectives de développement, en tout cas ces grandes lignes. Alors, une petite note d'analyse technique. Donc là, je vous ai mis la croissance, le cours de l'entreprise Netflix en chandelier. Alors, je me suis trompé. Hein, je crois que c'est plutôt en chandelier hebdomadaire. Donc, bon, peu importe, on voit que l'entreprise est sur une tendance haussière, que ce soit à court, moyen et long terme. Mais on voit surtout que là, elle est très éloignée de sa MM200 et même éloignée de sa MM52. Donc actuellement, un titre qui est bien valorisé et dans son couloir haut sur un peu plan technique. Bon, là j'ai mis une zone support autour des 560$. Peu importe pour l'instant. Pour ma part, vous avez compris que je trouvais que c'était une belle entreprise, mais qui était actuellement trop bien valorisée. Alors en conclusion, donc juste avant de conclusion, ma petite checklist habituelle. Donc est-ce que je comprends le business model? Oui, là c'est un modèle d'abonnement récurrent de vidéos en streaming, donc là pas de souci. Est-ce que le business sera toujours là dans 20 ans? Donc il n'y aura aucun problème sur ce type de modèle là. La question ça va être la fragmentation du marché et est-ce qu'il va continuer à garder son modèle de leader alors que les challengers peuvent avoir des licences très fortes et pourraient s'associer entre eux notamment. Moi à titre personnel je suis consommateur de produits, donc je suis capable de juger l'entreprise en elle-même. Mon avis personnel sur le sujet pour valoir ce que ça vaut, une fois de plus, c'est que comme tout le monde, je suis abonné, mais actuellement je reste abonné essentiellement parce que je partage mon compte et je trouve effectivement les productions de qualité variable, on va dire. En tout cas, c'est pas là où je vois qu'il y a les séries ou les films de meilleure qualité, à mon sens. Et je pense que c'est principale menace de cette entreprise, même si elle a disrupté le marché, je ne suis pas sûr que ça soit la plus qualitative à titre personnel. Voilà. Bon, le nouveau frigo, c'est de se poser la question avant d'investir dans une entreprise si on s'est plus penché sur cette entreprise-là que sur l'achat de son prochain frigo. Hein, c'est un conseil de Peter Lynch, comme je vous le dis sur chacune de mes vidéos. Pour la disruption, c'est une entreprise qui a disrupté son marché, donc a priori ça c'est fait. Le mode, donc effectivement il y a un modèle d'économie d'échelle du fait du modèle très scalable de cette entreprise.
Le mode en termes de licence, comme je vous l'ai dit, me semble beaucoup plus modéré. C'est une entreprise qui a une très belle croissance organique et avec un levier de croissance des bénéfices du fait de l'augmentation de sa profitabilité, d'autant plus qu'il y aura une croissance de ses revenus. La dilution, actuellement, c'est une entreprise qui ne dilue pas ou très peu ses actionnaires. Donc pour l'instant, ça c'est un critère là aussi important en tant qu'investisseur particulier. Et ensuite, est-ce que c'est un potentiel debugger? Non, je pense pas. Est-ce que c'est une entreprise qui peut faire x2, x3, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars? Pourquoi pas? Est-ce qu'elle pourrait faire 3000 milliards de dollars dans le marché actuel? Ça me paraît... dans la visibilité qu'on en a, cela me paraît compliqué. Donc une entreprise avec de belles marges, mais pas forcément un x10 bagger. Après, ça peut être bien quand même, hein. Ça peut suffire, hein, x2, x3 en 10 ans, ce sont des résultats tout à fait acceptables, hein. Alors, en conclusion, donc c'est une entreprise qui est très profitable et dont la profitabilité augmente. C'est une entreprise en croissance qui a un effet de levier sur sa profitabilité. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Le business est scalable et c'est tout ce qui en fait la valorisation, c'est ce qui en fait tout le retour sur investissement qu'on peut attendre de cette entreprise. Et c'est une entreprise qui joue sur un gros trend du streaming vidéo, que même si elle a un marché on va dire occidental qui est bien mûr, il y a la possibilité de conquérir de nouveaux marchés. Et on voit même en Europe que la pénétrance de l'abonnement, il y a encore là un levier de croissance pour cette entreprise. Les éléments contre, c'est une dette qui n'est pas négligeable et qui est en augmentation. Voilà, la vraie menace, ce sont les challengers qui peuvent fragmenter le marché de la SVOD avec des offres parfois moins chères et avec des licences là aussi très fortes. Donc ce qui fait toute la question du véritable mode, notamment dans les actifs intangibles de cette entreprise. Et puis il y a un risque de dispersification. Alors c'est un mot qui n'existe pas. C'est un terme qui est utilisé dans Peter Lynch dans son bouquin, pour lequel il se méfie des entreprises qui sortent de leur business de base et qui se lancent dans des nouveaux business au risque de cramer du cash pour pas grand chose, pour faire simple. Et donc j'ai mal traduit par le terme de dispersification, donc des entreprises qui se dispersent dans des projets potentiellement coûteux et non profitables. Donc là, je pense effectivement au fait qu'elle investit dans les jeux vidéo. Elle a d'énormes concurrents dans ce marché-là. Elle n'a pas d'expérience. Pour avoir un véritable business là, elle va devoir faire des acquisitions à des prix élevés et avec un retour sur investissement dont il reste tout à démontrer. Donc cela, ça reste à faire et donc c'est un élément, à mon sens, plus de méfiance que d'autre chose. Voilà. Bon, bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, c'est bien sûr à vous de faire votre propre analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette entreprise dans les commentaires. Merci à vous et à bientôt.